Bonjour, bonsoir, bienvenue tout le monde. Je suis ravi de vous recevoir sur Histoire et Révélation. Il arrive parfois dans la vie, nous marque avant même que nous ayons eu le temps de comprendre. Certains s'effondrent sous le poids de l'épreuve, d'autres en font le socle d'une vocation. C'est le cas de mon invité du jour, Kevin Récorbet, victime à l'âge de 7 mois du syndrome du bébé secoué. Il aurait pu rester enfermé dans un destin brisé, mais au lieu de se résigner, il a choisi de comprendre comment le cerveau, les émotions et la conscience interagissent, comme la souffrance peut devenir un langage et comment la neuroplasticité permet de réécrire notre histoire intérieure. Aujourd'hui, Kevin Récorbet est neuropsychopraticien et a d'autres approches interactives. Il va nous expliquer un petit peu plus tard pendant l'entretien. À travers son cabinet, il accompagne celles et ceux qui cherchent à se libérer de leur blocage et à trouver la cohérence entre le corps, le cœur et l'esprit. Avec lui, nous allons explorer un parcours de résilience, mais aussi une réflexion sur la transformation humaine. On peut parler de conscience sur le cerveau. Peut-on réellement se reprogrammer? Et comment faire de son histoire personnelle un levier d'évolution plutôt qu'une blessure répétée? Bonsoir Kevin, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, merci. Alors, dans un premier temps, je suis ravi de vous recevoir pour échanger avec vous par rapport, comme je l'expliquais, sur le syndrome du bébé secoué. Pouvez-vous nous raconter avec vos mots ce que vous savez et ce que vous avez vécu en étant bébé? Oui, alors à l'âge de 7 mois, j'ai été victime d'une maltraitance qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Donc ce que j'en sais, c'est que à l'époque, j'étais chez ma nounou, j'avais des pleurs assez conséquents et donc celle-ci n'a pas supporté, on va dire les cris, n'a pas su gérer émotionnellement et donc elle m'a pris dans ses mains et elle m'a secoué d'avant en arrière et de gauche à droite, ce qui a fait que mon cerveau a tapé sur différentes parties de ma boîte crânienne, ce qui m'a provoqué et déclenché à la fois un coma et aussi une hémorragie rétinienne, donc du sang qui s'est, on appelle ça un épanchement, c'est une partie du sang qui part dans la boîte crânienne. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai fait 8 jours de coma exactement. Et par la suite, on avait pronostiqué que j'allais avoir beaucoup de difficultés au niveau de la vue, parce que dès le départ, en fait, j'avais ce qu'on appelle une cécité, donc le fait d'être aveugle sur les deux yeux, et avec beaucoup de temps et de rééducation, on en parlera tout à l'heure, j'ai pu retrouver la vue à 100% sur l'un de mes deux yeux. Donc effectivement, quelque chose de pas évident, mais qui a appris beaucoup. Et par rapport à toutes ces épreuves, comment vous l'avez su tout ça? C'est votre maman qui vous a expliqué, votre entourage? Je l'ai appris à force de poser certaines questions. Je l'ai appris parce que je me suis posé aussi certaines questions, notamment quand on est enfant ou ado, on est souvent en comparaison avec les camarades. Et donc quand on voit qu'on n'a pas les mêmes capacités ou qu'on n'a pas peut-être pas les mêmes réflexions ou le même temps, par exemple, de travail, où les aménagements, par exemple, sont différents aussi. Bah là, ça nous remet en question. Et effectivement, j'ai posé les questions à mes parents, à mes proches, pour essayer de comprendre ce qui se passait un petit peu. Et petit à petit, effectivement, j'ai compris par moi-même qu'effectivement, il y avait une forme de différence. Mais mes parents ont fait en sorte que je ne l'intègre jamais vraiment comme tel.
C'est-à-dire que c'était jamais vraiment nommé en disant c'est un handicap. C'était bon, c'est arrivé, on va de l'avant et on y va, quoi. D'accord. Ils ont toujours voulu vous préserver et aussi de vivre, on va dire, une enfance et une adolescence normale. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouvelles de cette nounou? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors, j'ai pas de nouvelles de cette nounou. J'aurais aimé en avoir. Euh, je pense à l'heure actuelle, si on fait la rétrospective, c'était il y a une trentaine d'années. Elle était déjà âgée au moment des faits. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, elle est plus de ce monde. Mais à un temps, il y a quelques temps, j'ai eu l'idée de me dire, j'aurais peut-être aimé prendre contact avec elle, pas nécessairement pour lui exprimer une forme de colère, mais plus, alors c'est très bizarre dit comme ça, mais son acte a fait et a déclenché chez moi des ressources qui, je pense, ne seraient pas présentes si il n'y avait pas eu cet événement. D'accord. C'est vrai que pendant une interview, vous avez expliqué que vous, en termes de distance, pour attraper des objets ou autres, vous n'avez pas eu, comment dire, cette notion, comment on pourrait expliquer cette notion de distance? Comment vous avez, Alors bah, je suppose que c'est c'est un entraînement de tous les jours. oui, alors c'est un entraînement de tous les jours. Ça s'appelle la prioception. Donc c'est comment on se repère dans l'espace, comment on se représente nous-mêmes en tant qu'individu dans un environnement. Donc c'est vrai que ça demande un certain nombre d'heures d'entraînement et de rééducation. Parce que, au-delà de l'aspect visuel, ce qu'on pourrait dire le fait que je ne vois plus d'un œil, il y a aussi le fait que ma vue en elle-même a un décalage de 20 degrés. Ce qui fait que tout ce que j'observe, tout ce que je vois, est décalé de 20 degrés. Ce qui fait qu'à chaque fois, maintenant, j'arrive à compenser, mais au début, c'était compliqué parce qu'effectivement, il y avait ce temps d'intégration, ce qui fait qu'effectivement, quand il y a de la vitesse, je peux très peu anticiper. Je me fige des fois dans certaines actions parce que du coup, vu que je peux pas anticiper, ça me crée une forme de paralysie parce que je vois pas l'action. Ce qui du coup m'empêche de conduire parce que c'est un peu dangereux quand même. Si je me paralyse en plein milieu de l'autoroute, c'est un peu risqué. Du coup, effectivement, ça a créé toutes ces choses-là. Vous avez une adolescence les plus classiques possibles, mais vous avez constaté que vous avez une différence avec vos camarades. Est-ce que vos camarades ont perçu en vous cette différence? Alors la différence, elle était sur 3 points. La première, c'est sur la facilité et la faculté d'apprentissage, ce qui crée une distance dans le rendu des cours, par exemple, ou des notes. Parce qu'on avait calculé que pour, un élève, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire classique, 1 heure de temps de travail pour apprendre une leçon, chez moi, ça demandait 3 heures. Ce qui déjà demande un certain niveau d'énergie supplémentaire, donc plus de fatigue. À ça, je prenais un certain nombre de médicaments pour compenser, etc., tout ce qui se passait à l'intérieur de moi pendant très longtemps, ce qui fait que ça me fatiguait beaucoup. Et donc j'étais un petit peu, j'allais dans la lune un peu, un petit peu, pas trop ici, mais le camarade qui est pas trop là ou qui a des réflexions un peu lointaines, etc., mais qui est pas forcément de mon fait consciemment, c'est juste que avec la dose de médicaments que je prenais, et plus après toute la rééducation derrière, ça me prenait beaucoup d'énergie. Et donc effectivement, il y avait cette chose-là. Et par conséquent, derrière, le fait de ne pas pouvoir observer tout ce qui a ou tout ce qui demande une certaine vitesse m'empêche de pouvoir faire des sports entre guillemets collectifs à ce moment-là. Donc tout ce qui est basket, foot, etc., c'est à la fois difficile parce qu'on n'est pas choisi dans les équipes, donc on est mis un peu de côté, mais c'est même pas je
je suis choisi en dernier, comme on pourrait souvent voir dans certaines caricatures. Là, c'est je ne suis pas choisi du tout. Donc, pendant longtemps, dans l'adolescence, j'ai beaucoup de souvenirs où, effectivement, je suis dans la cour de ce qu'on appelle la cour de récréation, dans la cour, et je suis tout seul, assis quelque part sur un banc ou quelque chose, mais vraiment tout seul pendant des fois 1 heure ou deux pendant la pause de midi, et je parle avec personne, quoi. C'est la seule personne, c'est moi, quoi. Ça doit être effrayable à cet âge-là. Alors, au début, c'est triste. La première émotion qui m'est venue, c'est un peu l'aspect de la tristesse parce qu'on voit tout le monde autour de nous avoir une vie sociale, s'amuser. Et la première question qui m'arrive, c'est comment je peux faire pour ne serait-ce faire comme eux. C'est même pas être, c'est juste faire quelque chose de basique. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup de temps, mais ça m'a servi aussi parce que ça m'a mis dans une phase d'observation, malgré moi, à la fois de moi-même, mais à la fois des autres. Comment les gens interagissent entre eux. Dans un groupe, quand on voit une personne qu'on peut appeler entre guillemets un peu le leader du groupe, etc., comment la personne elle peut prendre l'ascendant. Et je m'amusais un petit peu à regarder qui c'est qui gérait, qui c'est qui était, etc., etc. Et petit à petit, c'est devenu plus quelque chose qui était lourd pour moi, mais plus à un moment ressource, où je me D'accord, retrouvais en fait. ok. Et comment les professeurs, par rapport à ce que vous avez vécu, est-ce qu'à un moment donné, ils se sont posé la question en disant, cet élève, cet élève Kevin, on ne peut pas le mettre dans une école dite normale, on va le positionner dans une école spécialisée. Est-ce que ça a été le cas pour vous, ou vous avez fait toute votre scolarité dans une école classique? Alors, ça a été le cas pour moi quand je suis arrivé en quatrième. Parce que, mes difficultés se faisaient voir, un peu trop, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'est venu le sujet de: il y a 2 solutions, soit on le déscolarise et on va faire en sorte de le mettre dans une forme d'école spécialisée avec laquelle il va pouvoir suivre les cours au CNED, par exemple. Soit on va le mettre, dans une école entre guillemets, plus licence et filière professionnelle et donc aller vers des lycées professionnels. Par, choix, ma maman à l'époque a fait le choix de la réflexion de dire: «Vu que et au vu de mes difficultés, elle voulait pas que je me fasse soit un peu chahuter, soit un peu embêter et cetera». Et elle a, je pense, eu peur que dans les lycées pro, je me fasse un peu chahuter, donc elle a fait le choix de me déscolariser en quatrième. Et donc je suis allé jusqu'à mon bac en candidat libre. D'accord. Donc, on peut dire qu'elle a fait le bon choix Elle au, a fait le bon choix. au moment T. Elle Oui, a voulu oui, vous préserver. je pense que le choix était le bon parce que ça m'a permis aussi, même dans cette école qui était un peu plus spécialisée, de rencontrer d'autres personnes qui avaient aussi d'autres soucis. Et de me rendre compte des fois que dans certaines difficultés, j'étais pas seul aussi. Et vu que c'était des classes qui étaient un peu plus en petit comité, ça me permettait d'avoir un peu plus de lien social aussi, plutôt que d'être dans un truc immense avec un roulement de plein d'élèves, etc. Il y avait moins cet effet de groupe. Et je pense que ça m'a plus préservé qu'autre chose, quoi. D'accord. Est-ce que vous en parlez encore de temps en temps, votre maman vous mémorez des petits souvenirs et autres? Et qu'est-ce qu'elle, elle en pense? Alors, on évoque, en l'occurrence, il y a deux souvenirs qu'on évoque le plus souvent. Le premier souvenir, c'est le jour où on a appris que j'avais plus besoin de prendre de médicaments à vie. Ça, c'est une victoire parce que quand on prend 2-3 médicaments par jour pendant plus de 15 ans, c'est lourd. Heu
Et puis, il y en a une deuxième, c'est quand j'ai fait mon test de lecture pour voir si ma vue avait été rattrapée, et que j'ai commencé à lire la première ligne, et que la personne en face m'a dit, c'est bon, t'arrêtes, tu lis même plus que au-dessus que la moyenne. Ah bah, c'est parfait tout ça. Et, Elle et a été donc, contente. ah bah, je pense que oui, elle a été contente. Et puis, ça a aussi mis une, comment dire, ça, je pense que aussi, ça a aussi réconforté tous les efforts qu'elle a mis en place, parce que école non traditionnelle spécialisée c'est pas des choses qui sont prises en charge. Donc, elle a pris beaucoup de choses en charge et elle a mené toute seule cette chose-là. Et donc, ouais, je pense que quand elle a vu déjà ces choses-là, ça a forcément dû combler aussi tout ça. C'est ça et puis, il y a le fait aussi que peut-être vous vous êtes dit, «Bah, si les autres, ils peuvent y arriver, moi aussi je peux y arriver», et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Alors, je suis même allé plus loin que ça. Je suis même pas rentré dans la réflexion de me dire, est-ce que si les autres peuvent, moi je peux? Je me suis juste dit, mais très, très tôt, je devais avoir 16, 17 ans. Il y a une seule idée qui était venue dans ma tête, c'était, avant mes 30 ans, je vais avoir quelque chose à moi, en termes de travail, etc. Parce que pour moi, c'était la symbolique de me dire, le jour où j'ai quelque chose à moi, ça veut dire que toutes les difficultés qui étaient là depuis le départ m'ont servi et peuvent être utilisées pour ce sujet-là. Et pour moi, c'était un peu ce qu'on appelle en bon franglais le goal ultime. C'est-à-dire que je me disais, le jour où j'arrive à cette étape-là, ça veut dire que déjà un certain nombre de mes blessures seront déjà, entre guillemets, guéries. À quel moment de votre vie vous avez pris conscience, de la gravité, du traumatisme que vous avez subi? Et ben, c'était cette année. D'accord, C'est cette année parce que moi j'avais, et dans ma famille, on avait une tendance à expliquer ce qui m'était arrivé en utilisant un terme, en disant: «C'est un accident». Sauf que quand, j'ai commencé à présenter mon histoire à différentes personnes et notamment à faire une intervention pour l'association des bébés, secoués, heu, on m'a dit: «Non, non, c'est pas un accident ce que tu as eu, c'est une maltraitance». Et pour la première fois, le mot, il a été posé. Non pas que j'en avais pas conscience avant, mais le fait que je l'intègre dans mon vocabulaire, c'est là où ça m'a vraiment amené à prendre conscience qu'effectivement, c'est pas anodin. Parce que moi, je l'ai vécu au départ, vu que c'était un accident, je dis: «Bon, bah, il y a pire dans la vie, allez, je suis bien aujourd'hui, on y va». Mais effectivement, quand je regarde un peu, que ce soit les statistiques, que ce soit les témoignages que j'ai de tous les gens qui viennent des fois vers moi pour m'expliquer ils sont à peu près dans la même situation, je me dis: «Ah ouais, c'est pas qu'un accident». ouais, c'est clair. Mais, sinon en termes de déroulement de votre parcours, ça a eu quel impact sur votre enfance? Alors les professeurs, enfin les maîtres et maîtresses devaient faire les cours, jusqu'en CM2 en avance pour moi et me les donner en papier pour que je puisse les travailler et me les donner en début de cours. Ce qui amenait déjà à une certaine forme de différence. Parce que du coup, quand on donne des cours à un élève, et pas aux autres, l'ensemble se demande pourquoi. L'impact que ça a, c'est que finalement, petit à petit, dans mon enfance et dans mon adolescence, il y a eu une notion qui est venue petit à petit, c'est le rejet de ma propre personne.
C'est le fait de me dire, je suis pas capable de, et donc, indirectement, j'ai une forme d'inutilité. C'est une remise en cause de notre propre existence, en fait. Et ça, D'accord. je l'ai. Ouais. Et au fil du temps, vous avez pris que, en fin de compte, la nullité, elle est pas à sa bonne place, quoi. Hmm. Euh, Est-ce que c'est cette année aussi que on peut, en quelque sorte, que vous avez ressenti comme un moment d'injustice face à ce qui vous est arrivé, ou c'est plutôt beaucoup plus jeune? Alors, c'est beaucoup plus jeune. C'est arrivé quand j'avais à peu près 18 ans, parce que avec les difficultés que j'avais scolaires, moi j'avais la volonté de vouloir m'en sortir et de vouloir travailler, mais la thématique faisant que je ne pouvais pas vraiment faire le job que je voulais parce que manque d'études au niveau universitaire. Et puis après, vu que je peux pas conduire, bah, tous les jobs basiques qu'on pourrait faire, ils me sont pas accordés, ce qui est normal parce que je peux pas faire commercial et faire du porte-à-porte parce que si je peux pas conduire, c'est difficile. Et en plus de ça, il y a l'aspect où j'ai un handicap au niveau de la vue, ce qui fait que pour tout ce qui est saisie informatique, etc., etc., euh, je prends un peu plus de temps que la normale. Et moi, j'appelais ça le triptyque gagnant. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai dû composer avec l'handicap, plus le fait que je puisse pas conduire, plus le fait que j'avais pas à l'époque de certification et de diplôme. Et moi, je démarre à 18 ans dans cette vie un petit peu active. Je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que j'apporte aux autres. Et ça dure jusqu'à à peu près mes 19 ans. Et ça commence à tendre vers le changement quand j'arrive vers la vingtaine, quoi. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier où vous avez compris que cette histoire allait orienter votre vocation? Oui, quand arrivé vers mes 20 ans, 19-20 ans, j'ai mon parrain qui m'a pris un petit peu sous son aile et qui m'a dit bah, viens travailler un peu avec moi. Donc je suis allé un peu l'aider, etc. Il faisait des implantations dans des magasins. Et à force de faire des implantations, je discute un peu avec diverses personnes et je commence à parler c'était en 2015, 2016, je commence à parler de euh, collaborateurs, de santé mentale, de gestion du stress, parce que je trouvais que dans les endroits où on faisait les implantations, je ressens de la part des collaborateurs, je ressentais beaucoup le stress de ces personnes-là, ou de par ma faculté des fois d'observation, j'entendais des fois euh, certaines réflexions, certaines réactions, et je trouvais que ça un peu triste finalement, parce que j'avais fait le calcul en disant on passe quand même la grande majorité de notre temps au travail, et finalement on voit plus nos collègues de boulot que notre propre famille parfois. Si c'est pour pas se sentir bien, c'est un peu dommage. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à nourrir une réflexion sur effectivement l'aspect psychologique et santé mentale des gens que j'observais tout au long de mes expériences après par la suite. Ok. Et justement, comment avez-vous appris à travers votre propre parcours sur le lien entre le corps et la psyché? Alors, à travers mon parcours, il est très personnel parce qu'en fait, quand on a un traumatisme, on a ce qu'on appelle une date d'anniversaire de ce traumatisme. Et moi, tant que j'avais pas travaillé dessus, tous les ans, à peu près à la même date, mon corps avait la faculté de créer, c'est pas très joli, des boules de pus dans mon estomac, ce qui me déclenchait des douleurs abdominales et des douleurs au niveau du ventre atroces.
À tel point que la seule chose qui me calmait, c'était soit de prendre un bain presque brûlant pour pour permettre de chauffer un peu les membres et que ça soulage, ou d'aller à l'hôpital parce que je pouvais pas faire autrement, quoi. Et ça, c'était chaque année. Et c'est en fait à force de le vivre que je me suis rendu compte que chaque année, à la même date, comme par hasard, il y avait cet événement. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Il faut peut-être regarder. Donc j'ai demandé un petit peu au départ à ma maman quand l'événement s'est passé. Au début, elle voulait pas trop me dire, non pas parce qu'elle voulait me le cacher, mais plus, je pense, par protection pour pas que je sois matrixé par ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai compris petit à petit parce que à force, j'ai fait une temporalité tout seul dans ma tête. Et ça s'est complètement résorbé depuis la première année où j'ai commencé à travailler dessus. Et donc, effectivement, c'est là où j'ai compris que quand on porte quelque chose psychologiquement, on le porte aussi physiquement. D'accord, incroyable. Diriez-vous que votre résilience vient de la souffrance elle-même ou de la compréhension que vous en avez eue? Euh, les deux. Les deux parce que quand on est dans une phase où on est dans une phase de doute sur le qui on est au global, on a deux solutions. Soit on se dit, bah, je suis personne et donc je me bats pas. Soit on se dit, j'ai pas envie, ou non, c'est plutôt l'inverse. J'ai envie de mettre une raison à ce que je subis et donc je vais comprendre pourquoi je le subis et ça va m'apprendre sur moi. Et en apprenant sur moi, ça va m'apprendre à aller de l'avant. Donc c'est dans les deux formules, c'est à la fois le fait d'avoir souffert qui m'a permis d'avoir cette forme de résilience, et en même temps c'est en prenant ce moment d'écoute que j'ai compris et que j'ai réussi un petit peu à la cultiver aussi également. D'accord. Mais ça, vous l'avez appris très jeune? Vous en avez pris conscience très jeune ou Oui, c'est plus tard? très, très jeune. En fait, j'ai pas le souvenir de ne pas avoir pensé d'une façon différente que celle-ci. C'est-à-dire que quand les médecins m'expliquent que quand je suis tout jeune, que ça va être très difficile, que potentiellement il y a certaines classes dans lesquelles je ne pourrais pas aller parce que j'aurais pas les capacités, ou que je ne pourrais potentiellement jamais écrire comme tout le monde, etc. À aucun moment dans ma tête, je le prends comme fait accompli et je me dis, OK, ma vie, ça sera comme ça. C'est plus dans ma tête, c'est OK, il m'explique ça, je m'en fous, moi je vais faire mon truc. Bah, c'est une bataille quotidienne. Pris conscience, donc votre corps a pris conscience et le psyché, même l'esprit humain, donc vous avez pu travailler sur les deux parties. Ouais. Et puis il y a un événement aussi qui a changé cette vision que j'avais, c'est que quand j'ai eu 9 ans, j'ai eu un petit frère. Et moi qui étais tout seul depuis 9 ans face à mes situations, euh, la venue au monde de mon petit frère, je pense, voire même j'en suis sûr, euh, m'a sauvé la vie en quelque sorte. Ça a fait un petit débloc, on va dire un déblocage supplémentaire. Bah, je me suis dit, Vous êtes le grand frère, vous devez le protéger. je suis plus responsable que de moi-même. Et donc, si je suis le grand frère, il y a quand même une notion d'exemple. Et ça va au-delà du protéger, ça va jusqu'à l'aspect de la transmission. Qu'est-ce que je veux lui transmettre? Parce qu'on a grandi dans un environnement où on avait. Alors moi, j'ai pas eu du tout mon papa. Lui, il a eu un autre papa. Enfin, maman, elle a eu un enfant avec un autre monsieur qui est mon petit frère. C'est pour ça qu'on a un peu d'écart. On a 9 ans d'écart.
Et donc, en fait, on a eu une histoire un peu complexe parce que du coup, on s'est construit un peu tous les trois. Mais moi étant le grand frère, et en plus de ça, le seul homme de la famille à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je lui montre quand même, non pas qu'il faut être fort, etc., etc., parce que finalement, ceux qui essayent de le montrer le plus, je le vois bien aujourd'hui, c'est ceux qui en souffrent le plus aussi, mais plutôt le fait de dire, OK, moi ce que je veux transmettre, c'est que c'est OK d'avoir des difficultés, et c'est encore plus OK d'avoir envie de les affronter. De pas avoir peur quand c'est difficile. Je lui ai fait un vocal pas plus tard que ce matin en lui disant, écoute, parce il vient d'avoir un nouveau travail, je suis très fier de lui. Et je lui ai dit, écoute, des fois, on ne sait pas trop où on va, c'est très difficile. On ne sait pas trop pourquoi on vit certaines choses, mais crois en toi, vas-y. Et même si c'est dur, vas-y, t'inquiète, fais-toi confiance. Et puis voilà, et en fait, depuis qu'il est né, c'est un peu ce qui me permet d'avoir la motivation aussi. Ça, je l'ai vécu, alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je l'ai vécu un peu comme si c'est moi qui l'avais élevé dans le sens où je veux pas le décevoir, je vais être là pour lui quand il en a besoin, mais pas forcément que comme un frère, et plus comme un pilier sur lequel il peut soit s'appuyer, soit rebondir s'il en a besoin. Et ça, très tôt, je m'en suis rendu compte, et c'est pour ça qu'il y a certains choix dans la vie que j'ai fait, pour pouvoir justement avoir maintenant aujourd'hui cette posture-là. OK. C'est un bel exemple. Mmh. Bravo. Vous Merci. avez pu échanger avec lui, de votre vécu et d'avoir, ce ressenti par rapport, à ce que vous avez vécu et de ce que lui, il pense de tout ça? Ouais, alors j'ai de la chance parce qu'on échange beaucoup sur, tous les sujets, et on a une règle, ensemble, c'est qu'en fait, on part du principe qu'on peut discuter de tout. Donc même quand il y a des sujets pas faciles, on en parle, on se les dit, et je prends pas le fait qu'il soit plus jeune comme étant, le: «Oui, tu connais pas» et cetera. Heu Et plutôt au contraire, peut-être qu'il a un regard différent, justement parce qu'il est aussi plus jeune, et qu'il a un accès à l'information beaucoup plus rapide que moi j'avais à son âge, de par l'écosystème dans lequel on vit aujourd'hui, et qui est encore plus différent que celui qu'on nos parents ont connu, parce qu'ils étaient complètement hors des réseaux, et donc du coup, il y a un écart qui se crée et la perception du monde est totalement différente. Mmh, Et donc j'échange avec lui sur plein de sujets, et quand, je suis monté, sur Paris, pour faire l'interview avec, enfin sur Légende, effectivement, c'est lui qui m'a accompagné. Quand, je suis monté sur Paris pour faire mon interview, avec, Doctissimo, c'est lui qui m'a accompagné, et la première chose que je lui ai dit quand on est sorti du tournage de Légende, c'est: «J'existe», et en fait, il m'a pris dans ses bras, et c'est vrai que, finalement, le pilier que je veux être pour lui, à terme, il le devient aussi pour moi. Du coup, ça s'équilibre. ouais, Mmh. c'est parfait ça. Comment en êtes-vous, venu à vous intéresser au fonctionnement du cerveau et de l'esprit humain? Bah, du coup, avec tout ça, je me suis dit, alors il y a 2 raisons principales. La première, c'est parce que quand on a le vécu que j'ai, il faut forcément mettre une raison et un sens à ce qu'on vit. Donc, j'ai dû, commencer par me poser des questions sur moi-même et sur essayer de comprendre comment je fonctionne pour essayer de comprendre mes interactions avec les autres. Et puis il y en a un autre aussi, qui là est plus aspect, sur mon grand-père. Parce qu'un jour on part, faire du ski avec mon grand-père, mon petit cousin et moi. On est dans les télécabines, et à un moment donné, mon grand-père, il me pose une question, heu,
ce qui m'a toujours pris comme si j'avais pas de problème. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand il me parle, pour lui, c'est comme si j'avais rien. Et donc, il me pose des questions comme ça, et mon grand-père a un attrait pour la culture générale. Et donc, il me pose des questions, et le temps des télécabines, c'était le fameux temps des questions générales. Et moi, comme un ado, etc., je n'étais pas forcément trop dedans, quoi. Et à un moment donné, il me dit cette phrase extraordinaire, il me dit, ce qui te permet de passer de partout avec n'importe qui, c'est le fait que tu puisses discuter de tout sujet. Parce que du coup, c'est pas une question de beauté, c'est une question de ce que tu as dans la tête. Et au plus tu en as dans la tête, au plus on peut se dire, on peut se reposer, entre guillemets, sur toi, parce qu'on va se dire que tu as les connaissances, etc. Et cette phrase, elle matche bien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à mon petit frère. Et du coup, je me suis dit, bah, à partir de maintenant, je vais essayer d'apprendre le plus possible. Et donc, j'ai commencé à étudier pas mal de choses. J'ai après regardé un peu l'aspect psychologique. Et j'ai commencé à regarder des livres, des bouquins sur ce qu'on appelle la psychopathologie. Donc, c'est surtout ce qui est lié au trauma. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a la bipolarité, il y a le burn-out, la dépression. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et je commençais déjà à me faire des sortes de petits cahiers de référence avec des surligneurs, déjà pour apprendre. En fait, ça m'a intéressé parce que plus je lisais sur ces sujets, plus j'apprenais sur moi-même. En fait, je me suis intéressé à ce sujet de cette façon, en aimant travailler dessus parce que j'apprenais sur moi. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que je sens que vous avez des connaissances, beaucoup de connaissances, même si je vous vois comme ça, on le ressent. Et quelle a été la première approche thérapeutique qui a véritablement résonné en vous? Alors, la première étape, je vais voir un monsieur un jour, parce que j'habitais sur Grenoble, et je vais voir un jour un monsieur parce que je veux parler de mes parents, de mon papa, etc. Et parce que je sens que c'est un poids qui est lourd. Et il me fait faire un exercice qui, je pense, m'a marqué et je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. C'est il me fait faire un exercice de visualisation, à savoir que on fait un exercice de visualisation, notre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'on projette et ce qu'on vit réellement. Ça, c'est une petite digression, mais pour donner le contexte de ce qui va se passer, il me dit de prendre 2 coussins, de les mettre en face de moi, de visualiser que l'un et l'autre est mon papa et ma maman, et de dire à voix haute, «Papa, maman, j'ai compris, je vous excuse». Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai 19 ans, c'est la première fois que je vais voir quelqu'un, et c'est très violent pour ma psychologie. Parce que ça me demande de dire à voix haute que j'excuse quelqu'un qui m'a fait souffrir pendant 19 ans. Donc je suis pas revenu voir ce monsieur. Et pendant longtemps, ça m'a perturbé. Et après, petit à petit, avec le temps, je me suis dit: «Bon, ça serait peut-être bien, peut-être de voir quelqu'un», et cetera. Mais je repoussais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai eu 24 ans, même 23 je crois, de mémoire, je me suis dit: «Là, il faut quand même que je travaille sur moi». Et en fait, la première expérience, après celle-ci, c'est que j'ai ma compagne qui me dit avec qui j'étais, avec qui je suis depuis que j'ai l'âge de 19 ans.
qui me dit: «Un jour, on aura potentiellement des enfants. Ça serait quand même, intéressant pour eux que tu puisses travailler sur ton père pour pas reproduire, ne serait-ce que par la colère ou des choses et cetera, pour vraiment, qu'on soit en mesure de les élever tranquillement». Et en fait, ce conseil, au lieu de le prendre négativement, je me dis: «Ouais, elle a raison». Et donc je vais voir quelqu'un, qui, fait de l'hypnose, qui fait aussi, du coaching, avec qui je travaille et qui m'a suivi dans tout mon parcours thérapeutique et c'est grâce à cette personne que j'ai pu intégrer, comprendre plein de choses. Et ouais, effectivement, la première étape, en fait, finalement, c'est qu'une autre personne que moi-même me parle de mes, problématiques. Parce que quand on est face à soi, on n'ose pas forcément en parler aux autres. On va pas Ouais, forcément demander de l'aide et cetera. Mais le fait qu'une personne proche, en bienveillance, arrive et dise: «Bon là, peut-être que factuellement, tu vois, là, tu as souvent des douleurs par rapport à cet aspect-là. Ça serait peut-être bien d'aller peut-être voir quelqu'un, pas forcément de faire un suivi de 6 ans, mais juste de déposer le sujet et puis de repartir après, ça peut être bien». Bah, ça m'a quand même pas mal aidé, ouais. d'accord, et le praticien, la première fois, vous êtes retourné le voir ou plus jamais? Plus jamais? Vous aurez bien voulu aller le revoir? Non. Vous avez Non, non. passé, c'est Oui, l'étape pour c'est passer à une autre étape, comme on dit. exact, exact. Alors, comment, définiriez-vous votre métier, de neuropsychopraticien à quelqu'un qui ne connaît pas ce domaine? Alors, l'expliquer simplement, c'est un mélange entre la thérapie et le coaching. Je m'explique. Quand on fait de la thérapie, on part du passé pour revenir au présent. Donc on essaye de mettre un pourquoi ça nous est arrivé, ou pourquoi ça nous touche encore. Et quand on va sur un aspect coaching, on part du présent pour aller vers le futur. Et donc là, on n'est plus dans le pourquoi, mais on est dans le comment. Comment faire pour que l'objectif futur soit atteint? Donc ça nous demande de travailler sur l'instant présent pour avoir un impact sur après. Et l'idée pour ça, c'est de mon rôle en tout cas, c'est de faire en sorte que les personnes qui arrivent au cabinet puissent avoir la conscience et la compréhension de ce qui se passe dans leur tête. C'est-à-dire, par exemple, comme j'ai eu le cas ce matin, une personne qui est touchée par le stress, quand elle arrive, elle me dit: «Ouais, alors je viens vous voir, je suis stressée». Non, vous ressentez le stress, mais vous n'êtes pas. C'est pas une identité. Moi, quand je vous croise dans la rue, je vous appelle pas madame stress. Le stress vous touche, oui, mais identitairement, vous n'êtes pas le stress. Et en fait, on décortique et j'explique à travers des aspects, pratico-pratiques, des exercices d'écriture, à chacun, comment ils peuvent sortir de leurs réflexions et avoir une comme moi quand j'étais à l'école et que je observais les gens à la troisième personne finalement, comment ils peuvent avoir une vue à la troisième personne de ce qu'ils font eux-mêmes. Et petit à petit, on résout plein de choses. Donc on va jouer sur, l'analyse comportementale, donc ça c'est mon rôle. J'ai passé une certification, je suis maître praticien en PNL, donc je peux être amené à être en faculté de pouvoir étudier les comportements de quelqu'un non verbal et verbal et ensuite, de pouvoir essayer de trouver son propre canal de communication pour lui faire des petits exercices d'écriture. Généralement, ça marche bien. Pour relâcher les émotions et j'utilise un outil au cabinet qu'on appelle le neurofeedback, qui est encore autre chose, heu, qui est un outil qui va agir directement sur la plasticité cérébrale du cerveau et qui va permettre à tout à chacun de pouvoir réguler une émotion face à un événement. On pose la personne sur un fauteuil avec des capteurs qui sont posés sur le crâne et les capteurs, ils analysent la fréquence électrique du cerveau. Quand cette,
quand cette fréquence électrique, pardon, elle est, on va faire un exemple basique, elle est, imaginons, à 35 Hertz. D'un seul coup, elle passe, imaginons, à 85. Dans la logique, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais qui s'est passé uniquement dans la tête de la personne, parce qu'elle est techniquement en train de rien faire vu qu'elle est allongée sur le fauteuil. Donc l'outil le détecte, et à travers de la musique, il va envoyer un son, type une micro-coupure, qui va permettre au cerveau de voir son fonctionnement comme si c'était un effet miroir. Et par essai-erreur, face au comportement, le cerveau va réajuster ces fréquences-là par rapport à l'événement. Et donc, petit à petit, on va, face au même événement, modifier un tout petit peu la perspective pour que l'événement soit plus aussi impactant. Pour donner un exemple, une personne qui est venue il y a quelque temps pour un deuil, elle n'arrivait pas à me donner le prénom de la personne. Ça peut arriver. Très difficile. Au bout de la 4e séance, elle me faisait des blagues en incorporant la personne à l'intérieur. On n'a pas enlevé le sujet, on a juste un petit peu modifié le rapport émotionnel qu'elle a avec celui-ci. Voilà un peu pour grossir le trait ce qui se passe au cabinet. Ok. Et justement, qu'est-ce que le neurofeedback dynamique neuro-optimal Ouais. et en quoi cette méthode se distingue-t-elle des approches classiques? La première réponse, c'est que le neurofeedback dynamique a une faculté extraordinaire, c'est que vous pouvez travailler sur vous sans avoir la nécessité de parler. C'est-à-dire que vu que ça se passe uniquement dans votre tête, c'est vous et vous-même. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui vont voir plusieurs praticiens, plusieurs types de praticiens, et à chaque fois, potentiellement, elles vont devoir ressasser certaines choses, réexpliquer. C'est fastidieux, des fois, c'est douloureux. Et là, pour ces personnes-là, le système, vu qu'il travaille en autonomie avec le cerveau, ça permet à la personne de ne pas réitérer l'exercice et de juste être face à elle-même et de faire le point et de se réorganiser avec elle-même sans qu'elle ait besoin, avec moi derrière, de réévoquer les sujets. Et en fait, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est que moi, je leur dis, prenez votre situation un petit peu comme un cercle. Vous voulez travailler sur l'aspect central, parce que c'est ce qui vous touche. Avec le neurofeedback, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre de travailler sur la périphérie pour libérer de l'espace, ce qui permettra au centre de pouvoir s'extirper. Donc, sans parler du sujet profond, on lui permet de s'en aller. Mais il y a de plus en plus de praticiens qui utilisent le neurofeedback. Oui, En l'occurrence des médecins, parce que moi j'en ai entendu, c'est pas la première fois que j'entends le neurofeedback, parce que sur ma chaîne je reçois pas mal de médecins et je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la manière dont nos émotions influencent notre cerveau? des fois, on peut rester bloqué dans des comportements sans s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple. J'ai une jeune femme qui vient un jour, elle a la trentaine. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi je suis tout le temps en colère. Bon, ça peut arriver. Mais une grosse colère. Et puis en fait, on décortique la situation. Et en cherchant bien, en cherchant bien, en cherchant bien, on revient 10 ans auparavant. Elle a la vingtaine. 10 ans précédents, elle a perdu ses parents. Sauf que ses parents, avec eux, elle avait un rapport très conflictuel avec ses parents. Ses parents sont partis, traumatisme pour elle. Psychiquement, elle est restée bloquée à cet instant. Et son cerveau l'a intégré d'une façon où, si
elle se libérait de la colère. C'est comme si indirectement, elle laissait définitivement partir ses parents. Ce qui veut dire que ses émotions sont dirigées par une souffrance, qu'elle ne voit pas en premier abord, parce qu'elle, elle veut résoudre ce qu'elle ressent au quotidien. Mais elle voit pas l'impact en ricochet de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Et ça, on le voit avec beaucoup de gens. Quand on est euh, dans des open space, dans des choses comme ça, il y a des gens qui, des fois, vont s'énerver en un quart de seconde parce qu'ils vont entendre un mot ou quelque chose sur eux qui vont pas ça va pas leur plaire, et d'un seul coup, on va pas comprendre, ils vont s'énerver plus fort que d'habitude. Oui, parce que des fois, il y a des mots ou des comportements qui vont être des déclencheurs de certaines émotions. Et vu qu'on porte à la fois physiquement et mentalement nos douleurs, bah, quand l'émotion est trop forte, c'est le corps qui agit. Et à l'inverse, pareil. Quand l'émotion est trop forte, ça peut être aussi d'abord l'aspect émotionnel, donc le verbal, et après on agit physiquement. Donc effectivement, la prise de conscience, c'est plus là-dessus, que les émotions et chaque chose qu'on reçoit, comme si on était une jarre en fait, nous remplit, et que des fois, c'est des choses qui sont pas forcément bienveillantes, et donc ça fait un mélange un peu bizarre, un peu âcre, mais finalement, ça nous appartient pas vraiment. Et ça a besoin de sortir, parce que vu que ça nous appartient pas, on n'est pas obligé de le porter. C'est ça. C'est comme votre expérience que vous l'avez bien expliqué avec la date d'anniversaire. C'est ça? Exact, exact. Alors, selon vous, quel rôle joue la conscience dans le processus de guérison? Alors la conscience, elle joue un double rôle. À la fois, elle peut freiner, parce qu'elle rentre dans une forme d'analyse ou de suranalyse de la pratique ou de ce qu'on est en train de faire. En l'occurrence, là, par exemple, j'ai des personnes ou même d'autres praticiens, ont des personnes qui vont demander d'effectuer certains types d'exercices. Et ces exercices-là vont pas être effectués parce que consciemment, la personne va se dire, ouais, finalement, ça va pas trop m'être utile. Donc consciemment, elle intègre l'exercice, mais elle se dit factuellement, j'en ai pas besoin. Donc elle ne le fait pas. Donc ça peut être un frein, comme ça peut être des fois des prises de conscience avec une seule phrase basique, où en fait la personne, elle est là dans une forme de motivation et dans une forme de détermination à aller de l'avant. Et donc elle va écouter activement ce qu'on va lui dire, et ça va amener petit à petit à une réflexion, et cetera, et cetera. Souvent, il y a une question que j'aime bien utiliser, c'est, est-ce qu'il vaut mieux faire pour être, ou est-ce qu'il est pas préférable d'être pour faire? Alors souvent, je fais une déclinaison en rigolant un peu en disant: «Bon, vous êtes venus pour faire de la philo». Bon, les gens, ça les fait rigoler, ça dédramatise. Mais c'est une question après qui reste dans la tête et avec laquelle ils repartent après, chez eux. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Être pour faire, faire pour être. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et là, on rentre vraiment dans une conscience du processus. Parce qu'on n'est plus dans le je travaille uniquement en séance, on est dans le je travaille tout au long de ma vie. C'est pas pareil. Et selon vous, quelles sont les principales illusions que notre cerveau retient sur la réalité? Les illusions qu'il entretient sont celles qui sont créées par habitude ou par croyance. Non pas d'entrer dans quelque chose de dogmatique, et cetera, mais de dire, pour donner un exemple très simple, vous avez un passage piéton, vous avez un monsieur qui voit 100%, vous avez un monsieur qui est aveugle, vous voyez, il y a quelqu'un qui est daltonien.
C'est le triplé gagnant. Évidemment, vous observez ça, ils sont là. D'un seul coup, celui qui est aveugle traverse avec sa canne. Quelqu'un lui court après et lui dit revenez. Et quand il le rattrape, il lui dit mais vous voyez pas, le feu il est au rouge, etc. Vous pouvez pas passer, etc., etc. Et d'un seul coup, il y en a un autre derrière qui dit oh revenez, qu'est-ce que vous faites? C'est vert pour les voitures. Dans cette situation, chacun a sa perception de la réalité. Aucune d'entre elles n'a tort, mais chacun vit dans son écosystème et dans ses croyances de ce qu'elle a pu observer, comprendre et apprendre de la vie qu'elle a menée jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que c'est très difficile, des fois, d'accepter que potentiellement les zones, par exemple de génie ou les zones de confort pour certains, sont les zones d'inconfort pour les autres, et inversement, que les zones d'inconfort pour les autres sont les zones de confort pour les uns. Et là, on rentre dans ce schéma, qu'effectivement, des fois, ça s'ancre, il y a des croyances qui s'ancrent, et si tous les jours, pendant un an et demi, je viens vous voir en vous disant ce que vous faites, c'est super, abandonnez pas, allez-y, etc., etc., vous allez avoir une construction mentale totalement différente que si tous les matins, je viens vous voir à 8 heures, et que là, je suis un peu moins sympa, et je vous dis, là, franchement, je suis pas trop sûr de ce que vous faites. Et tous les matins, je vous dis ça pendant un an et demi. Et si on fait ça sur 2 ans de suite, année 1, je vous récupère pas de la même façon que l'année 2. Parce que le message qui s'est ancré va vous emmener vers une direction totalement différente de vos propres croyances sur vous-même. Et des fois, c'est pas très bon. Bah, des fois, c'est pas très bon parce que notre cerveau a la faculté de construire de façon permanente des nouvelles connectiques Mmh. neuronales. Si c'est sur des sujets qui sont positifs, ça va. Si c'est sur des sujets qui sont négatifs, certaines de ces connectiques vont être exclusivement formées pour détecter l'aspect négatif. Mmh. Ce qui veut dire que si on vit des situations qui sont parallèles à celles qui nous ont fait stresser, par exemple, ça va réactiver le stress ou l'émotion, alors que la situation n'est pas exactement la même. Mais vu qu'il y a une forme de symétrie, le cerveau va faire un assemblage, il va faire un lien. Mmh. Ça, c'est moins cool. Et c'est un peu compliqué parce que pour que le cerveau puisse avoir un équilibre entre ce qui est bon et n'est pas bon, je suppose que c'est très compliqué de garder cet équilibre. En fait, ça va plus loin que juste qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est pas. Parce que autant vous pouvez prendre quelqu'un qui peut avoir le même vécu que moi, il peut vous dire ce que j'ai vécu, c'est catastrophique. Et à l'inverse, moi, je peux vous dire, ce que j'ai vécu, ça a changé ma vie d'une certaine façon, où ça m'a donné des opportunités, où limite, je pourrais limite dire merci. Ce qui veut dire que l'aspect bon ou pas, il est qu'à au bon jugement et au vécu de la personne en elle-même, et à la façon qu'elle a d'interpréter son environnement. Mais ce qui permet, si je puis dire, d'aller un petit peu plus de l'avant et d'avoir cet équilibre-là, c'est de se dire, le bonheur ou le fait d'être heureux, c'est quelque chose qui est une émotion qui est éphémère. Si j'accepte que cette émotion est éphémère, pour arriver à la détecter, comment ça se passe? Ben, j'ai un exemple tout bête avec les personnes, c'est que quand je leur dis comment vous savez quand vous allez à la mer que vous êtes mouillé? Alors ils me regardent un peu bizarrement. Il est bête ou quoi? Bah, parce que je sens que je suis humide, etc. Et je sens l'eau. Ok, c'est pas la bonne réponse. Vous savez que vous êtes mouillé parce que vous savez ce que ça fait d'être sec. Ce qui veut dire que pour apprécier l'un, il faut comprendre l'autre. Donc si vous acceptez la part de bonheur où vous voulez tendre vers un aspect de bonheur et de fait d'être heureux ou positif, il faut accepter un temps qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait l'autre facette aussi. Mmh.
Sinon, vous serez tout le temps en friction. Mm, c'est ça. Et est-ce que vous voyez un lien direct entre la guérison psychique et l'éveil spirituel? Oui. Euh, la guérison en tant que telle, elle nous amène à se poser des questions, à aller un peu plus loin que ce qu'on voit. Pas forcément de rentrer dans une forme de croyance, etc., mais de se dire, mon histoire avec un grand H, qu'est-ce qu'elle représente et qu'est-ce que j'ai compris de mon chemin dans cette guérison. Généralement, ça nous permet de prendre du recul. Et en prenant du recul, on arrive à être plus serein face à plein d'événements et à être dans une forme de non-culpabilité des fois de certaines choses et d'avoir un rapport avec soi beaucoup plus sain. Et donc, on va rentrer dans une forme d'éveil de croyance, de se dire, OK, non pas c'est égoïste, je pense qu'à moi, mais de mon histoire, de mon vécu, je sais que des fois, ça sert à rien, par exemple, de passer trop de temps sur un sujet qui va me prendre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. On pourrait se dire, c'est égoïste, parce que peut-être que la personne en face aurait peut-être besoin de ce temps. Oui, sauf que l'éveil que j'ai, c'est de me dire, si je passe ce niveau de temps et ce niveau d'énergie, je l'octroie à l'autre personne, ça veut dire que je me le refuse. Si je me le refuse, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais devoir régénérer ce temps ou cette énergie. Le temps de la régénération, que ce soit en dormant, en faisant des méditations, etc., finalement, c'est un temps qui est un petit peu perdu. Alors que si j'arrive à jauger et à savoir quand accorder mon temps et quand ne pas le faire, ça me permet, quand je décide de le faire, d'être vraiment efficace. Et je pense que c'est un peu ça l'aspect éveil, c'est de prendre conscience que des fois, il vaut mieux accepter d'avoir des discussions difficiles et de se dire, OK, c'est pas évident, mais là j'ai de l'énergie, je peux le faire, plutôt qu'essayer des fois de repousser certaines discussions en disant, je le ferai peut-être plus tard, on en parlera plus tard, et finalement ça devient un amas immense, et ça devient un problème finalement qu'on veut même plus voir et qu'on met sous le tapis, et qui refait surface bien plus tard. Donc effectivement, ça amène vers une forme d'éveil et de réflexion aussi. Et comment abordez-vous la dimension spirituelle dans votre pratique sans tomber dans une approche dogmatique? Mm. Euh, de deux façons. La première, c'est que je marche beaucoup à l'intuition, parce que je crois qu'on a la possibilité de pouvoir détecter certaines choses, et qu'on a tous la possibilité de pouvoir détecter des Yes. choses. Voilà. Et moi, je le mets dans l'aspect spiritualité parce que pour l'accepter, il faut le croire. Et ça, c'est l'inverse de saint Thomas. C'est pas il faut croire, il faut pas le voir pour le croire. C'est que si on ne croit pas en la faculté de chacun de pouvoir observer, s'auto-observer, bah finalement, on part du principe que les personnes, elles peuvent pas vraiment changer. Parce que si elles rentrent pas dans une auto-observation, euh, bah finalement, elles peuvent pas se rendre compte que ce qu'elles sont en train de faire, non pas que c'est pas cohérent, mais que ce qu'elles sont en train de faire est peut-être des fois des freins ou de l'auto-sabotage ou des choses comme ça. Et donc, c'est sur l'aspect spiritualité que je m'appuie dans le sens où, quand je reçois des personnes, même dans ma vie avec mes amis, etc., je dis toujours, quand vous faites un truc, avant de vous dire, ça va être difficile, dites-vous, je crois que je peux le faire. C'est sûr que si maintenant vous me dites, ouais, demain je serai astronaute, je dirais, bon, calmez-vous, parce qu'il y a des conditions. Mais si c'est sur des choses qui sont réalisables, allez-y. Et donc c'est dans ce sens-là où je mets l'aspect spiritualité, dans l'ouverture de dire, OK, il y a des choses que des fois on pense impossibles, parce qu'on va se dire la limite elle est trop haute.
Sauf qu'en fait, c'est sûr que si on le prend dans l'entièreté, ça fait beaucoup de choses d'un coup. C'est comme un peu si on devait monter l'Everest et on se dit demain je monte l'Everest. Ouais, avant il y a de l'entraînement quand même. Il faut faire des petits sommets et après avoir fait des petits sommets et des petites montagnes, on fait le Mont Blanc. Après avoir fait le Mont Blanc, on monte, etc., etc. Et une fois qu'on est prêt, on passe à la dernière étape. C'est un peu comme ça que je le vois. Yes. Moi aussi, je fonctionne beaucoup sur l'intuition. Hmm. Alors, quelle est votre propre définition de la conscience? Ma propre définition de la conscience. Je pense que c'est comment je pourrais dire ça? C'est un allié quand on arrive à l'utiliser. C'est quelque chose qu'on a tous et qui, à contrario, est de façon très contre-intuitive. Beaucoup de personnes sont dans on peut appeler ça le tumulte de la vie, mais ça fait un peu trop, mais sont dans le fait qu'il faut qu'elles fassent, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Jusqu'à la fin où en fait, il y a plus de sens aux actions qu'elles mènent. Et en fait, elles ont même plus conscience que potentiellement elles sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Et donc, en fait, la définition pour moi de la conscience, c'est d'arriver à un moment donné dans sa vie à se poser avec soi-même et de se poser deux questions. De quoi j'ai besoin et qui j'ai envie d'être? C'est tout. Après, le reste, une fois qu'on résout ces deux questions-là, si on sait de quoi on a besoin et si on sait à peu près qui on a envie d'être, ça nous permet d'avoir des lignes directrices et de pouvoir après ajuster en fonction. Incroyable, ça fait plus d'1 heure que nous sommes ensemble. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. J'ai adoré et à mon avis, je pense que ça ne sera pas la dernière interview qu'on fera ensemble. Parce que là, vous m'avez bien capté et je pense que vous aussi. Ouais. J'ai encore une dernière question. Enfin, que souhaitez-vous que l'on retienne avant tout de votre parcours, non pas seulement en tant que thérapeute, mais en tant qu'être humain? Je pense que s'il y avait une seule chose, un seul, ce qu'on pourrait appeler message ou, apprentissage moral, voilà, on peut dire ça comme ça, c'est de partir du principe que si on croit en ce qu'on on peut faire, non pas dans le fait qu'on puisse le faire, mais dans le fait qu'on est nous, identitairement en capacité de le faire, faut y aller. Faut pas hésiter. Alors des fois, il y a des choses qui font que matériellement, c'est difficile, mais il y a des fois où on va se dire: «Tout est perdu» ou «Je vais pas y arriver» ou «Je suis bloqué» et en fait, la seule chose qu'il faut faire quand c'est ça, c'est juste qu'il faut se poser. Le message, c'est: posez-vous. Dans une série, je sais plus laquelle, il y a une phrase qui dit: «Il a voulu, s'asseoir 20 minutes pour un café, il est resté assis 20 ans». Bah, c'est un peu ça. Les gens ont plus l'habitude de se poser avec eux-mêmes, prendre le temps avec eux, qui ils sont au fond d'eux. Parce qu'avec les réseaux, avec beaucoup de choses, on n'a plus l'habitude d'être face à soi. C'est ça. En fin de compte, c'est la vie actuelle qu'on mène aujourd'hui. On ne prend plus le temps de se poser et de se ressourcer, comme vous l'avez bien dit. Et moi, je vais rajouter encore quelque chose. Si les personnes sont intéressées de rentrer en contact, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi, je pense qu'on fera une autre petite interview sur la conscience et la Ouais. spirituelle et la guérison intérieure, parce que c'est des sujets qui me passionnent, et vous aussi, donc c'est votre métier, ce qui est logique. Mais je vois qu'il y a eu un bel échange, et ça, j'apprécie beaucoup.
Et avant de terminer, à mes invités, je leur laisse le mot de la fin. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Eh ben, merci m'avoir laissé la place de pouvoir m'exprimer et d'avoir eu cette belle échange et ces questions qui étaient très qualitatives parce qu'on va chercher loin. Moi, j'aime bien aller au fond des sujets. Donc, merci pour ça et merci de m'avoir reçu et de nous avoir Merci. écoutés. Merci, Kevin. En tout cas, vous avez bien vu, hein, je n'ai pas lâché parce que ça faisait un petit moment. Ouais, exact, exact. J'ai vu. La résilience. Vous voyez, la résilience. Ouais. Et non, c'est parce que j'ai trouvé, moi, comme je vous l'ai expliqué, moi, je fonctionne beaucoup avec mes ressentis et mon intuition. Et quand j'ai vu votre interview, je me suis dit, ah, il ne faut pas que je le lâche. Et quand on est rentré en contact ensemble, je savais, je lançais de temps en temps, mais je me suis dit, ce n'est pas encore le moment, il faut que j'attende. Et donc là, c'était le bon moment. Donc voilà, donc vous restez encore quelques minutes avec moi. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker. Et si vous êtes intéressé, vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à rentrer en contact avec lui parce que franchement, il est formidable. Et donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bonne soirée à vous.